Bienvenue à tous, c'est l'émission politique de France Info, tous les jours jusqu'à 9 h avec Jean-Michel Apathy. Effectivement, bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Avant de commencer cette émission, qui est bien entendu consacrée à l'actualité, vous tenez à faire une mise au point. Oui, parce que vous m'invitez comme président du Sénat. Entre autres. Eh oui, et il y a 7 jours, sur cette même chaîne, il y a eu un reportage dans le 18-20, dont le titre était « Le Sénat est-il la prostate de la République ?» Alors, ce que je voudrais simplement dire, au-delà de l'élégance du titre, c'est que je ne pouvais pas ne pas réagir à cette vérité partielle et partiale qui faisait preuve de malveillance vis-à-vis d'une institution. Moi, j'accepte toutes les critiques. Je suis attentif à ce qu'on ne développe pas l'antiparlementarisme et le populisme. Et je dois dire que l'antiparlementarisme était quasiment au rendez-vous de cette émission, avec un manque d'éthique, puisqu'on utilisait même les images d'une chaîne sans l'autorisation de cette chaîne ou du service de communication. Alors, moi, je me suis engagé dans la modernisation de la vie démocratique, du bicamérisme, dans la transparence, mais je ne peux pas laisser passer ça. Voilà pourquoi je tenais, parce que vous m'avez invité, parce que je suis président du Sénat, pas à défendre le Sénat, mais à dire que le Sénat est une institution qui me paraît utile à la démocratie. Voilà, nous vous avons invité Gérard Larcher en tant que président du Sénat, mais aussi en tant que soutien de François Fillon dans la campagne présidentielle. Nous allons maintenant consacrer le reste de cette émission à l'actualité. Vous observez comme nous, Gérard Larcher, la situation en Guyane. Que faut-il faire et qui n'a pas été fait dans ce territoire lointain de la République? Hier soir, j'étais au téléphone avec mes collègues sénateurs de Guyane pour faire un point. Et je dois dire que ce matin, dans le journal La Croix, je voyais l'évêque de Guyane dire un certain nombre de choses. Au fond, la Guyane, c'est un département, historiquement, un territoire de notre pays qui a été un peu laissé à part de la République, avec en même temps des chances formidables, que ce soit le centre spatial ou que ce soit le pont avec le Brésil. Mais un PIB, un produit intérieur brut, qui n'est que la moitié, des difficultés très importantes en direction des jeunes, et notamment du chômage des jeunes. Et puis, il y a des questions non traitées. L'immigration massive venant du Suriname, du Brésil ou du Guyana. Aujourd'hui, le retour des Haïtiens qui ont œuvré pour les Jeux Olympiques de Rio et la construction. Ce département de la Guyane, qui est notre plus grande frontière, je le rappelle, terrestre. C'est pas une île, je le dis pour M. Macron. Oui, c'est une île dans la forêt, peut-être, mais c'est une immense forêt. Eh bien, je crois qu'il faut se rappeler, comme le fait l'évêque, des propos d'Aimé Césaire. La France et les Français d'outre-mer ne sont pas des Français à part. Ce ne sont pas des Français à part. C'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'a dit le Premier ministre Bernard Cazenave hier. On l'écoute. Une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. Voilà, il y a eu une forme d'hésitation au gouvernement. Finalement, une délégation ministérielle se rendra en Guyane. C'est une bonne initiative. Il faut que des ministres aillent dialoguer sur le terrain. C'est l'initiative que j'ai souhaité, et hier soir, après le point fait avec mes collègues Georges Patient et Antoine Karam, qui appartiennent pourtant à la majorité présidentielle, j'ai fait savoir au Premier ministre qu'il me paraît que peut-être il fallait aller encore plus vite pour aller à la rencontre des Guyanais. C'est-à-dire ne pas attendre la fin de la semaine pour envoyer la délégation. Absolument, parce que, attention aux tensions. Souvenez-vous, c'était en 2008, les tensions existaient déjà. Oui. Et les mêmes sénateurs avaient mis en garde le gouvernement publiquement lors de questions au gouvernement au Sénat sur la montée en Guyane d'un malaise très profond. Sauf que rien n'a été fait, donc visiblement d'ici là, et 2008 ou maintenant, on parle de gouvernement de droite et de gouvernement de gauche. Donc c'est qu'à un moment, il y a eu des oublis quand même. Vous savez, pour doubler le PIB et atteindre celui de la métropole, il faut du temps. Mais au fond, il n'y a pas eu de décision. Et notamment, un des motifs, vous le savez, c'est la violence. 42 homicides. Nous n'avons pas traité réellement cette montée de la violence. Et cette montée de la violence, elle ne nous interpelle pas tous. C'est chacun d'entre nous qui sommes interpellés. Voilà pourquoi, même si on est à la fin d'une législature, il est important que le gouvernement
construisent en quelque sorte une perspective d'avenir pour les Guyanaises et les Guyanais. Nous allons maintenant parler de la campagne présidentielle avec Gilles Bornstein. François Fillon s'est fait en particulier connaître par les économies dans son programme. Alors, sur le papier, c'est facile. Sur le terrain, c'est parfois plus compliqué, comme en témoigne cet échange. C'était lors de l'émission politique jeudi dernier, quand Maryse Burgot a amené François Fillon dans un hôpital. On l'écoute. Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail? On est deux pour 84 la nuit. On fait les soins jusqu'à 3 heures du matin. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, donc on attend de votre part. Il faut que je fasse de la dette supplémentaire. Mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains. Voilà, on a dit de cet extrait, absence d'empathie avec ceux qui souffrent alors qu'il est plus complaisant avec lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à l'attitude de François Fillon dans cet extrait? J'ai présidé les hôpitaux publics pendant plusieurs années et je connais la souffrance au travail d'un certain nombre de personnels auprès des malades. C'est d'ailleurs une des conséquences des 35 heures qui n'ont pas été compensées à l'hôpital public. Ça a été le vrai déclencheur d'une forme de dérèglement de l'organisation humaine à l'hôpital. Mais les gens qui Donc revenir à 39 heures, mais en même temps que ces 39 heures... Là, je vous interrogeais sur l'attitude de François Fillon. Écoutez, l'attitude de François Fillon, c'est aussi un extrait, comment je puis construire un avis. Ce que je pense, c'est qu'il a déjà pris une orientation, et c'est vrai, nous en avons beaucoup parlé, pas moins de personnel au chevet du malade ou de la personne âgée dépendante, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Et deuxième des choses, réorganisation de l'hôpital au travers de plus d'autonomie dans les établissements. Chacun sait ou ne sait pas qu'aujourd'hui, ce sont les agences régionales de santé qui dirigent en direct les hôpitaux. Beaucoup ont pointé le manque d'empathie de François Fillon face à ses personnels. Eh bien, le connaissant malgré tout dans cette dimension territoriale, je n'ai jamais senti chez lui un manque d'empathie. J'ai le souvenir très précis du temps où je venais comme président de la Fédération hospitalière de France à la rencontre dans les Pays de la Loire et je n'ai jamais senti ce manque d'empathie. Allez, Gérard Larcher avec nous jusqu'à 9h sur France Info, 8h40, l'essentiel c'est vous, Victor Mattei. En Guyane, les organisateurs veulent donner de l'ampleur au mouvement, plus seulement des barrages, mais des marches ce mardi à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Une journée morte pour véritablement lancer la grève générale contre le chômage, la précarité et l'insécurité. Le seul vol Air France de la journée depuis Paris est annulé. Illich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, fixé sur son sort aujourd'hui. Verdict à Paris au procès de l'attentat du drugstore Publicis en 1974. 2 morts et 34 blessés. L'avocat général a requis la perpétuité à l'encontre du terroriste malgré l'absence de preuves matérielles. 35 personnes arrêtées hier soir dans le 19e arrondissement de Paris pour des violences contre des policiers, des jets de projectiles ou encore pour avoir incendié des véhicules. 150 membres de la communauté asiatique, précise la préfecture, étaient venus protester devant le commissariat contre la mort d'un homme dimanche lors d'une intervention policière. Et puis Benoît Hamon est à Berlin pour présenter son projet de réforme de l'Union européenne, mais aussi chercher des soutiens, notamment auprès du chef des sociaux-démocrates Martin Schulz. Le candidat du PS à la présidentielle doit aussi rencontrer la chancelière Angela Merkel. France Info. C'est Gérard Larcher qui est l'invité de l'émission politique sur France Info ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Confronté à de multiples difficultés dans sa campagne, François Fillon a dénoncé jeudi soir, sur la base d'un livre qui vient de paraître et qui est consacré à la place Beauvau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, François Fillon a dénoncé l'existence d'un cabinet noir, chargé, a-t-il dit, de lui nuire, et dirigé par le président de la République. On écoute François Fillon. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir. On l'a trouvé, le cabinet noir. Un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. Vous y croyez au cabinet noir, Gérard Larcher? Moi, j'ai aucun élément qui me permette de vérifier cette information. C'est vrai que j'ai des questions et depuis longtemps. La présomption d'innocence foulée aux pieds. Ça, c'est pas un cabinet noir. Le secret de l'instruction, avec d'ailleurs des morceaux choisis, et pas tous les morceaux, la rapidité de l'intervention des parquets, mais c'est ça François ne fait Hollande pas un cabinet noir. Mais
C'est François Hollande qui est derrière tout ça. Je ne sais pas si les faits évoqués sont exacts. Je parle de vos confrères journalistes. Ouais. Ils appellent à l'évidence une enquête, me semble-t-il. Et voilà pourquoi je partage la demande. Vous demandez l'enquête. Un chef d'État, François Fillon dit dans cet extrait, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité. Est-ce que vous diriez la même chose? J'ai aucun élément qui me permette de vérifier cette information. Simplement, dans les morceaux choisis de cet ouvrage, il y a un fait très clair. Ce qui arrive à Valérie Pécresse, c'est presque un an après la campagne régionale, à propos de son fils, et la rapidité de l'information de son ancien concurrent, M. Barthelone, c'est quand même une vraie interrogation sur des manières de pratiquer dans la police, par exemple. On note quand même que vous ne refusez d'attaquer le chef de l'État, comme le fait François Fillon. C'est une différence notable vous savez, dans vos discours. De par mes origines, je ne crois qu'aux faits. Et je n'ai pas aujourd'hui d'éléments qui me permettent de vérifier cette information. Par vos origines, vous voulez dire quoi? Non, mais c'est mon côté Thomas, vous savez. Saint Thomas. Voilà. Saint Thomas, on n'accuse pas gratuitement. Pénélope Fillon va probablement être mise en examen aujourd'hui. C'est la poursuite d'un acharnement, selon vous? Non, c'est l'enquête qui suit son cours. Le probablement, je n'en sais rien. On va pas continuer à anticiper sur des décisions des juges, sur un dialogue entre quelqu'un qui est entendu par un juge, ses conseils et le juge lui-même. Je crois qu'il faut retrouver une forme de raison. Moi, je crois à la justice et à l'autorité de justice. C'est pour ça que parfois je me suis exprimé de manière différente ou par des présences qui n'étaient pas là. Vous voyez à quoi je fais allusion, y compris au Trocadéro. Mais je dois dire que pour moi, il faut qu'on retrouve une forme de sérénité. J'ai participé, j'étais Benjamin, en même temps d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon. Attendez, à la rédaction du Code de procédure pénale. Et quand c'était Michel Dreyfus-Schmitt, un grand avocat socialiste, qui était le rapporteur, quand il a dit la mise en examen, c'est pas une inculpation. Alors je crois qu'il faut qu'on respecte l'intention du législateur. Et j'ai d'ailleurs voté ce texte. Quand François Fillon a inauguré sa campagne des primaires, il disait on n'imagine pas un candidat à la présidence de la République mis en examen. Peut-être lui l'est déjà, son épouse va peut-être l'être ce soir, parce que si François Fillon l'a été il y a 15 jours, son épouse le sera évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Ça affaiblit François Fillon, tout cela? Je pense qu'aujourd'hui, François Fillon a fait un choix. Que vous ne partagez pas, visiblement. Vous ne pouvez pas le dire, c'est ça? A fait un choix. Vous le partagez? Je l'ai interrogé, tout le monde le sait. Est-ce qu'il était en capacité de continuer la campagne? C'était il y a maintenant près d'un mois. Il m'a dit que oui, donc je l'accompagne dans cette campagne. Vous n'étiez pas persuadé? Ma propre liberté, c'est les Françaises et les Français qui, par le suffrage universel, lui donneront la légitimité en le choisissant comme président de la République. Ou pas. Bien sûr, c'est le propre de la démocratie. Je rappelle qu'on n'est pas devant un candidat unique comme dans d'autres pays. J'entends traîner vos pieds, monsieur Larcher. En même temps, vous dites ça, en fait. On entend traîner vos pieds, non, derrière. Enfin, écoutez, vous avez une audition supérieure à la mienne. Vous avez une bonne oreille. Et le sens de la formule. Je ne traîne pas mes pieds. Je fais totalement campagne pour François Fillon. Je le fais avec mes mots, avec ma personnalité, avec mon engagement. C'est celui qui présente le seul projet qui peut permettre de redresser notre pays. Il nous a proposé de changer de logiciel et c'est ce autour de quoi, il y a bientôt 4 ans, je me suis retrouvé avec lui. Gilles Manchon. Alors, autre propos de François Fillon qu'on voudrait vous faire commenter. On l'écoute et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Je veux dire qui, évidemment, me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. Parce que vous avez été tenté souvent penser à Pierre Bérégovoy. De mettre fin à vos jours. En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. Le chantage au suicide, on a appelé ça. Oui, c'est dur parfois d'être un homme ou une femme politique ou public. On a parfois affronté des mots, des propos, des dossiers sur lesquels on ressent profondément une forme d'injustice. Et il faut avoir le cuir épais. Vous l'aviez perçu dans un tel désarroi? En tous les cas, je l'ai vu réellement s'interroger. Je n'irai pas plus loin. C'est nos relations personnelles quand nous nous sommes parlé les yeux dans les yeux. Je n'irai pas plus loin. Vous l'avez vu s'interroger sur, pardon, monsieur Larcher, on s'est interrogé quand il m'a posé la question. Quand on se pose la question, est-ce qu'on peut continuer la campagne il y a un mois? Non, mais là, ça va beaucoup plus loin.
C'est pas ça que... Oh ben là, je n'en sais rien. La référence à mais Pierre Bérégovoy moi, est je vais différente. parler pour moi. Oui. Il y a des moments où ça vous pèse lourd sur les épaules et il faut être câblé, vous savez. Il faut être, j'ai une formule de marin, il faut être lestéquillé à certains moments pour tenir. Quand il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007, François Fillon employait ses enfants comme assistants parlementaires. Ses enfants n'étaient alors qu'étudiants. Vous qui êtes aujourd'hui président du Sénat, est-ce que c'est normal d'employer seulement des étudiants, pas des gens plus compétents que cela pour être des assistants parlementaires? Est-ce que ça vous a choqué rétrospectivement? D'abord, au Sénat, depuis 1995, il y a des règles concernant les collaborateurs familiaux. Depuis 2015, à l'initiative de tous les groupes et de moi-même, les noms sont publiés. Il y a souvent des étudiants qui sont des collaborateurs parlementaires, des étudiants en master ou autres. Il y a des règles au Sénat. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se passer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il faut avoir au moins le bac ou 15 années d'expérience. Ça nous renvoie à un autre dossier qu'on a vu la semaine dernière. Vous parlez de M. Leroux. Des enfants de M. Leroux, par exemple. Et vous, il y a une proposition pour réguler davantage l'assistanat parlementaire de la part de Mme El Khomri. C'est une proposition que vous soutenez? C'est une proposition sur laquelle nous nous sommes déjà engagés. Et j'ai d'ailleurs entamé avec les organisations représentatives des collaborateurs. C'est Françoise Cartron, vice-présidente socialiste, qui est sur ce dossier. Et nous ferons des propositions dans les semaines qui viennent. Nous en avons déjà fait. Mais au Sénat, on est dans un système un peu différent, puisque c'est une association qui gère l'ensemble des collaborateurs de sénateurs et qui exerce, même si c'est le sénateur qui emploie, une fonction de régulation et de contrôle. Sur les emplois familiaux de François Fillon, vous diriez quoi? Beaucoup de bruit pour rien, ou ça vous a un peu choqué quand même? Que sa femme, ses enfants soient employés en même temps, sa femme aussi longtemps, sa femme dans les conditions, avec la revue des deux mondes. C'est beaucoup de bruit pour rien, ou il y a quelque chose qui... Ça n'est jamais beaucoup de bruit pour rien. Je crois que ça interpelle, que ça interroge, et que c'est légitime que ça interpelle et que ça interroge. Ça indigne parfois? Pardon? Ça indigne parfois? En tous les cas, au Sénat, par exemple, une épouse ne peut recevoir que 2 000 € net maximum par mois, et il faut que le travail soit un travail qui rentre dans les critères de l'association de gestion des assistants de sénateurs. Ça vous a interpellé vous-même? En tous les cas, je crois que, comme c'est une procédure différente que j'ai mise en place avec l'ensemble des groupes parlementaires, c'est bien parce qu'il y avait des interrogations que nous les avons mises en place. Parce que je pense... Tout à l'heure, je m'indignais sur le traitement du Sénat comme la prostate de la République. Je pense que nous avons un devoir de transparence. Et voilà pourquoi nous travaillons depuis maintenant près de 2 ans autour d'un questeur sur une proposition que nous allons faire après les élections législatives de modification du statut des parlementaires. Ce n'est pas une décision d'opportunité. Il y a plus de 2 ans que nous y travaillons. Et on se retrouve dans une minute tout pile, 8h51, même Victor Maté pour l'essentiel. Vers une abstention record, seuls 65% des personnes interrogées sont certaines aujourd'hui d'aller voter au premier tour de la présidentielle. Sondage Ipsos pour Radio France et France Télévisions. L'enquête confirme la tendance. Marine Le Pen, Emmanuel Macron en tête des intentions de vote autour de 25%. François Fillon arrive 3e à 18%. Jean-Luc Mélenchon est à 14% devant Benoît Hamon, 12%. Deuxième jour de grève générale en Guyane, journée morte. Tous les commerces fermés, des marches organisées. Une délégation ministérielle est attendue avant la fin de la semaine. Près d'une semaine après l'attentat de Londres, 4 morts et une quarantaine de blessés, la police britannique dit ne pas avoir trouvé de preuves d'une association entre son auteur et les groupes djihadistes État islamique ou Al-Qaïda. Pas de preuve non plus d'une radicalisation en prison, mais un intérêt clair pour le djihad. Une paroi en verre contre les balles autour de la Tour Eiffel, ce sera pour l'an prochain. Face au risque d'attentat, le Conseil de Paris vient de valider un projet de sécurisation du plus célèbre monument de la capitale. Et puis le football, 3 jours après leur succès au Luxembourg, les Bleus affrontent l'Espagne en amical ce soir. Le coup d'envoi, c'est à 21h. France Info. Gérard Larcher est avec nous sur France Info ce matin dans l'émission Politique Question. Jean-Michel Apathy. Ce matin, un sondage Ipsos pour France Info. Marine Le Pen et Emmanuel Macron font toujours la course en tête et François Fillon est à la 3e position de ce sondage. 18% seulement. Il est décroché de manière inquiétante pour vous, Gérard Larcher? Non, je crois en la victoire de François Fillon. Vraiment? Souvenez-vous, vous m'aviez reçu un mois avant la primaire ici. Ouais. Il était bien loin dans les sondages. Et je pense que François Fillon, dans les 3 semaines et demie, parce que maintenant c'est 3 semaines et demie, peut refaire le terrain. Il va d'ailleurs sur le terrain à la rencontre des Français. C'est difficile sur le terrain. Ça n'est pas... Oui,
Et d'ailleurs, je dois vous dire que ça m'indigne. On laisse Mme Le Pen beaucoup plus tranquille. Je le dis à ceux d'extrême gauche. Et je pense que dans leur tête, ils ne sont pas suffisamment attentifs à ce que représente Mme Le Pen. Karl Marx disait que l'histoire ne se répète pas, ou alors c'est une farce. Karl Marx a plutôt échoué. Peut-être. Ah, voilà, ma réponse. Est-ce que l'histoire se répète? Elle peut se répéter, malheureusement, on l'a vu. Malheureusement, on l'a vu. Là. Non, malheureusement, on l'a vu dans des drames de l'histoire. Ah, d'accord. Dans des drames de l'histoire. Gilles Weinstein. Je pense notamment au génocide. Ah oui, oui. J'y étais pas tout à fait là. Non. Et moi, j'étais ailleurs, vous voyez. Vous parlez du terrain et de la probabilité que François Fillon gagne. Écoutez ces électeurs républicains, ils n'ont pas l'air tout à fait convaincus. Je suis de droite, je ne voterai pas la droite cette année, c'est tout. C'est tout, il a fait une erreur. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. Programme aussi à droite, représenté aujourd'hui par M. Fillon, me parle. M. Fillon ne me parle pas. Les affaires et de ce qu'il est, non. De nouveau, de la personne qui va représenter la droite, je me dis, mais non, c'est n'importe quoi. Il reste du boulot. Hein. Oui, vous auriez été à Villefranche-sur-Saône avec moi jeudi dernier, vous auriez entendu des gens qui sont clairement derrière François Fillon. Non, mais ça, c'est les 18%, c'est le socle. Et qui, en même temps, pour certains, m'ont posé des interrogations. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la qualité du projet. François Fillon le porte. Nous sommes derrière François Fillon avec le projet qu'il porte. Et nous sommes plutôt rassemblés. Je sais que quelques collègues sénateurs, notamment appartenant au MoDem, c'est j'allais dire légitime. Au MoDem et à l'UDI. Et 4 UDI. Et un sénateur Les Républicains aussi, je crois. Et un sénateur des Républicains. Ça démontre aussi... Il y a un peu de perte en ligne au Sénat, là. Hein, c'est pas de la perte en ligne, c'est aussi le fait qu'au Sénat, on a une dimension de la liberté individuelle qui est assez forte. Vous dissociez, c'est la deuxième fois que vous le faites, vous n'êtes pas le seul, évidemment, le projet et le candidat. Quand on élit un président de la République, le candidat, c'est une dimension importante quand même. Bien sûr que c'est une dimension importante. Il n'y a pas que le projet. C'est la volonté que le projet ne reste pas à la manière du discours du Bourget dans un tiroir ou pour faire l'inverse. Je sais qu'avec François Fillon, élu président de la République, le projet sera mis en œuvre. Et quand, par exemple, Alain Chrétien, maire républicain de Vesoul, dit dans Le Monde d'hier, dans ma ville, il y a une usine Peugeot, je me vois mal défendre les costumes à 6 500 €. Vous lui dites quoi, Alain Chrétien? Que c'est une interrogation de la part, pas simplement des ouvriers de chez Peugeot, qui se pose et qui est posée, qui n'est pas illégitime. Mais vous dites ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Oui, vous dites que ce sont des interrogations. C'est la 4e depuis le début de. Oui, mais parce que je suis un homme libre. Je soutiens librement François Fillon. Je pense que c'est l'intérêt de notre pays. C'est le seul qui porte des réformes. Mais en même temps, je n'ai jamais été quelqu'un d'aligné. Monsieur Larcher, vous dites, et Gilles le rappelait à l'instant, interrogations. Ce ne sont pas des interrogations, pardonnez-moi, ce sont à chaque fois des affirmations. Les gens ne posent pas la question, ils disent c'est pas possible. C'est leur jugement. Je ne dis pas que ça ne soit pas sans interpeller. En fait, ils sont plutôt interpellés qu'interrogés. Une dernière question concernant la Russie, Gérard Larcher. On a vu que François Fillon faisait partie, il n'est pas le seul, de ces responsables politiques français qui pensent qu'il faut modifier assez substantiellement la relation que les autorités entretiennent avec Vladimir Poutine. Et dimanche à Moscou, une manifestation a eu lieu. Il y avait peut-être plus de monde qu'en attendait le pouvoir russe pour dénoncer la corruption du Premier ministre, la corruption aussi de Vladimir Poutine. Et 700 personnes ont fini en prison. Dimanche, 700 personnes, c'est quand même colossal à Moscou. Il faut vraiment changer notre relation avec la Russie, ou ce que montre la Russie d'elle-même, doit nous inciter à plus de prudence. Moi-même, j'ai rencontré M. Poutine l'an dernier, et en même temps, j'ai reçu l'ensemble des organisations d'opposition à M. Poutine. Vous dire que ça a été très bien vu du côté du Kremlin, non, mais parce que la voix de la France, c'est aussi une voix qui entend faire valoir la démocratie. En même temps, est-ce qu'on peut s'interdire de parler à la Russie avec le rôle qu'elle joue au Moyen-Orient aujourd'hui, sans doute par notre incapacité européenne, française et américaine à trouver des points d'équilibre avec les Russes. Aujourd'hui, c'est la Russie qui mène la danse avec l'Iran et avec la Turquie, avec un président Trump qui regarde uniquement un mur en direction du Mexique. On a besoin d'Europe et on a besoin d'une France qui parle à tout le monde. Gérard Larcher, il reste très peu de temps. Faut-il lever les sanctions à l'égard de Moscou, comme le recommande François Fillon? C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Moi, je suis favorable au maintien
des sanctions Eh ben, liées ça aux fait quand même accords beaucoup de différences là. de Minsk II, mais je pense qu'il faut entamer un vrai dialogue parce que entre l'Ukraine et la Russie, il faut trouver la solution. C'est pas tout à fait ce qu'a dit François Fillon. Voilà. Je le rappelle, il a dit qu'il fallait parler avec les Russes. Il ne faisait pas de Vladimir Poutine le parangon de la vertu démocratique. Les gens qui ont une bonne oreille comme Fabienne auront entendu pas mal de différences entre vous et le candidat que vous soutenez. Non, j'apporte ce qui est le fruit, entre guillemets, de mon expérience, de ma personnalité. Mais il faut qu'il soit clair, puisque vous entendez si bien, je suis aux côtés de François Fillon et sans mots, mais avec ma personnalité. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et à demain.